à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'audition que nous conduisons, Madame Calvez, rapporteure, et moi-même, dans le cadre d'une mission d'information intitulée, comme vous le savez, Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de culture. Il n'est pas interdit de parler d'éducation, mais enfin, surtout de culture. Je précise, pour ceux qui nous suivent, que cette audition est intégralement publiée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui permet aux députés qui ne sont pas présents physiquement de nous suivre, de nous faire suivre par leurs collaborateurs. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Patrick Cuban, artiste-interprète et fondateur de l'association professionnelle Les Voix, M. Bertrand Burgala, producteur, compositeur, chanteur, président du syndicat national de l'édition phonographique, SNEP, et Mme Brigitte Lecordier, comédienne doubleuse, porte-parole du collectif Touche pas ma VF, notamment connue pour avoir donné sa voix au personnage Oui Oui, et d'autres personnes qui sont les bienvenues, n'est-ce pas, et qui auront évidemment tout loisir de s'exprimer aussi. Nous vous remercions d'avoir invité notre invitation. Nous avons souhaité, une fois n'est pas coutume, réunir deux secteurs professionnels différents pour mettre en perspective leur attitude vis-à-vis de l'IA et discuter des conséquences que cette nouvelle technologie, l'IA générative, des conséquences que cette nouvelle technologie entraîne pour les artistes. Je précise que vous avez tous trois, peut-être tous, je ne sais pas, participé au contre-sommet de l'IA qui s'est tenu au Théâtre de la Concorde il y a tout juste un an. Si vos activités professionnelles sont différentes, vos inquiétudes, semble-t-il, se recoupent largement. Vous craignez une perte de revenus pour les créateurs et la mise en œuvre d'une logique d'éviction des créations humaines originales par des contenus synthétiques. En matière musicale, ce risque est de plus en plus prégnant puisque les titres générés par l'IA générative ne cessent de progresser sur les plateformes de streaming. En octobre 25, 28% des titres chargés sur Deezer étaient artificiels. En janvier dernier, cette proportion atteint déjà 39%. Craignez-vous à terme donc une éviction des œuvres humaines et que penser du succès, notamment sur Spotify, de faux groupes d'IA? Enfin, quel regard portez-vous sur les politiques respectives de Spotify et Deezer en matière de détection des sources donc, et de rémunération des contenus synthétiques? Le risque de substitution est tout aussi prégnant pour les comédiens doubleurs et plus généralement pour les professionnels de la voix. Selon M. Benjamin Sauzet, directeur exécutif de l'ADAMI, les comédiens doubleurs auraient déjà 2 fois moins de contrats. Quelles solutions préconisez-vous pour protéger les 15 000 professionnels du doublage menacés dans leur activité? 8 doubleurs, d'ailleurs, ont récemment mis en demeure 2 sociétés d'intelligence artificielle pour avoir cloné leur voix. Pouvez-vous revenir sur cette action inédite? Tel était mon propos liminaire et l'organisation de notre audition, qui va durer à peu près 1h30, prévoit que vous disposez d'un quart d'heure. C'était en principe 5 minutes par personne, mais enfin, je vais vous laisser gérer ça. Vous avez en grosso modo un quart d'heure, 20 minutes en propos liminaire, à la suite de quoi, évidemment, Madame la rapporteure vous posera les questions qu'elle a préparées à votre attention. Je vous en prie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, nous souhaitons d'abord vous dire merci. Merci d'être à l'initiative de cette mission d'information. Merci de nous recevoir et de nous auditionner ce matin. Nous nous sentons bien seuls depuis plusieurs mois face aux effets de l'IA, pourtant déjà présents sur notre profession de comédien de voix. Cette audition est donc précieuse pour ces comédiens et pour notre exception culturelle française. Elle est porteuse d'espoir. Si vous le voulez bien, nous vous proposons de nous présenter. Tout d'abord, je suis Patrick Cuban, comédien, artiste-interprète, voix de nombreuses publicités, bandes-annonces. Je cède la place à Brigitte. Brigitte Lecordier. Bien sûr. Brigitte Lecordier, comédienne, et oui, la voix de Oui Oui et de Son Goku, et aussi du collectif Touche pas ma VF. Bonjour, Louis Lecordier, je suis comédien aussi, et je m'occupe de Touche pas ma VF et des réseaux, et voilà, je suis partie cofondateur. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça marche? Oui, je crois. Est-ce que ça marche? Bonjour, je suis Francine Baudelot, je suis artiste-interprète. Je suis également membre fondateur de l'association Les Voix et j'ai été aussi également présidente de cette association. Très bien, j'ai compris. Bonjour, donc moi c'est Jean Vandecastel. Donc je suis comédien, évidemment.
et je suis référent pour l'IA, en fait, parce que cette association, qui est au départ une association de professionnels de la voix, avons été effectivement mobilisés ces dernières années sur effectivement ce problème qui n'en était pas forcément un au début, mais qui en devient aujourd'hui, d'où notre présence. Voilà, donc je travaille avec Patrick sur la sensibilisation, je dirais, de la sphère politique au problème de l'IA. Bertrand Burgala, vous nous avez déjà présenté, je suis musicien et je préside le syndicat national de l'édition phonographique. Nous sommes des comédiens. La plupart d'entre nous jouent au théâtre, au cinéma et à la télévision. Comédien est bien la dénomination, avec celle d'artiste-interprète et artiste dramatique, qui doit être employée sur les documents légaux, comme les contrats et les bulletins de salaire. Les artistes-interprètes sont parfois des comédiens de doublage quand ils enregistrent des versions françaises. Alors, le terme doubleur, ça concerne surtout les sociétés de doublage, c'est-à-dire les studios d'enregistrement, nos employeurs. Pour exemple, une étude Datalab, pour vraiment focaliser sur l'aspect économique, une étude Datalab d'audience révèle que plus donc de 15 000 emplois directs sont menacés en Île-de-France. Cela représente 110 entreprises, 110 PME, leurs salariés ainsi que les auteurs non salariés et un chiffre d'affaires global de 650 à 700 millions d'euros. En 2024, l'industrie du doublage a employé 7006 intermittents du spectacle et 2928 permanents. Nous ne sommes pas subventionnés, je tiens à le préciser, et il faut également rappeler que les salaires et cotisations sociales représentent à peu près 300 millions d'euros par an. Voilà. Pour nos propos liminaires, je souhaiterais avant tout clarifier un point qui nous apparaît central. Nous sommes pour l'utilisation et le déploiement de l'intelligence artificielle, mais ceux-ci doivent aussi s'entendre à partir du respect des autres acteurs. En ce qui nous concerne, tous les rapports le confirment. Notre profession est directement menacée dans son existence par le pillage de nos œuvres par l'IA générative, qui s'entraîne sans régulation pour nous remplacer. Cela fait des mois que nous alertons les pouvoirs publics, sans succès. On nous rétorque inlassablement que la menace ne serait pas imminente, qu'après tout, nous manquerions d'exemples concrets. Tout est bon pour alimenter une procrastination mortifère. Le 3 février, nous apprenions que 12 comédiennes et comédiens de voix, dont Brigitte, qui est avec nous ce matin, dont les talents ont été pillés par 2 sociétés américaines, Fish Audio et VoiceDub, leur avaient adressé une mise en demeure avant de les poursuivre en justice. On y reviendra tout à l'heure lors des questions. Alors, est-ce normal que des sociétés américaines volent ainsi le talent de comédiens français et se fassent payer pour leur utilisation alors qu'elles n'ont aucun droit sur leur art ? Est-ce acceptable que l'on en arrive là alors que nous alertons sans que nos voix soient entendues depuis des mois ? Assurément, non. Mais nous sommes abandonnés, invisibilisés, niés et pillés. Pourtant, nous devons tous être conscients que l'enjeu dépasse largement les comédiens de voix. Ce qui est réellement en question, c'est notre avenir, en ce sens que nous préparons un monde déshumanisé, sans encadrement ni régulation. Le fabuleux outil de complément et de soutien à l'homme que constitue l'IA pourrait se transformer en un facteur d'affaiblissement peut-être historique de la pensée et des capacités humaines. Nous sommes dans un moment politique et sociétal un peu étrange et déstabilisant, et avouons-le, sur lequel nous n'avons pas envie de dire merci. Ce moment est celui où des prédateurs, pour reprendre le terme très juste de Giuliano d'Ampoli, ces prédateurs semblent avoir pris le pouvoir sur nos vies. Tensions géopolitiques, déstabilisation politique, sentiment d'abandon des populations, radicalité qui inonde le débat public de ces outrances, effacement de la personne humaine. La liste est longue des raisons pour lesquelles nous avons l'impression de ne plus avoir prise sur rien, d'avoir perdu le contrôle. Nous allons probablement vous choquer. Nous, les comédiens de voix, nous sommes un peu l'incarnation de la perte de contrôle de la France sur elle-même. Pourquoi ? Parce que la France s'enorgueillit depuis des années d'être le pays de l'exception culturelle, d'être le pays qui défend un certain esprit, une certaine relation audacieuse à la culture. Mais la France est la première à abandonner le match face à l'intelligence artificielle américaine qui vient piller nos artistes sans retenue, sans contrôle et sans contre-feu de nos dirigeants politiques. C'est incompréhensible. Nous sommes le symbole de cette perte de souveraineté que nous ressentons tous de façon diffuse. C'est exactement ce que nous vivons au quotidien.
En effet, en toute logique, en tant que comédiens, nous aurions pu espérer que face à une telle menace, il y ait un gouvernement, des élus, qui se lèvent pour protéger notre culture française, ses comédiens, ses artistes, son expression culturelle, son exception culturelle si précieuse. Cela aurait été le cas il y a quelques années, mais plus maintenant. La France a baissé pavillon. Pourtant, en ce qui concerne l'IA, il est encore temps d'agir pour protéger nos enfants, notre exception culturelle française et notre souveraineté dans la préservation de notre langue. Or, nous sommes collectivement comme tétanisés, tous, face aux défis que représente l'IA. Nous avons une crainte compréhensible de rater ce fabuleux virage technologique. Nous pensons que dresser des limites pourrait contraindre notre économie et restreindre nos atouts français dans ce domaine. Mais le véritable danger n'est-il pas plutôt de ne pas s'emparer du sujet alors qu'il en est encore temps? Doit-on accepter de laisser l'avenir de nos enfants aux mains de machines sans mesurer réellement l'impact de cette confrontation déshumanisée sur leur créativité, leur capacité cognitive ou de recherche autonome de la connaissance? Doit-on passivement laisser nos enfants exposés à des contenus trompeurs, les fameux deepfakes, être victimes d'usurpation d'identité et d'usage malveillant de l'IA, on le voit actuellement, harcèlement, manipulation, escroquerie? Ce sont effectivement les plus jeunes qui sont en effet les premières victimes de cette industrialisation du faux et du trompeur, notamment sur les réseaux. Parallèlement, ces mêmes technologies permettent de substituer des avatars numériques aux comédiens, nous, notamment de voix. Ici, au-delà de l'emploi, c'est notre souveraineté culturelle qui est menacée. La qualité de la création en français, la diversité des accents de nos territoires, des timbres, des interprétations, de l'intégrité des œuvres. L'Union européenne avance, je connais bien le sujet, nous sommes à Bruxelles et aussi. Donc cette Union européenne, elle avance, certes, mais elle adopte un calendrier peu compatible avec l'urgence de nos spécificités françaises, que nous devons défendre. D'ailleurs, certains pays comme le Danemark testent des réponses plus volontaristes qui visent à mieux protéger juridiquement la voix et l'image des personnes face aux deepfakes. Donc, c'est possible, on peut le faire. L'IA porte de formidables espérances. Elles ne doivent pas masquer les risques qu'une utilisation sans retenue ni contrôle pourrait engendrer. Le moment est venu d'agir vite. Cela n'est en rien incompatible avec la préservation de nos intérêts économiques. Bien au contraire. Sans cette action de protection urgente, nous serons perdants sur tous les plans. Nous n'ambitionnons pas d'interdire l'IA, c'est pas le sujet. Nous promouvons un cadre de protection que l'on peut qualifier de pro-innovation et anti-abus. La France vient d'interdire sur les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les députés ont adopté un texte aussi vite que l'éclair. On s'en félicite, on peut le faire rapidement. Mais pour la protection de notre exception culturelle, nous sommes confrontés au mur des impossibles. Impossible à cause de l'Europe. On a fait de nombreux rendez-vous. Impossible parce que vous n'êtes ou nous ne sommes pas encore morts. Impossible parce que nous n'en sommes qu'au début de l'IA. Impossible parce qu'il manque des preuves. Impossible, impossible, impossible. Au lieu de nous protéger, on nous promet des subventions pour nous aider à mourir, voire des médailles. Vous en avez vu il y a quelque temps des médailles aussi. Une sorte d'euthanasie artistique qui nous est proposée. Nous la refusons. Nous la refusons parce que nous croyons en l'avenir, nous croyons en notre capacité artistique, évidemment. Nous la refusons parce que nous croyons en notre exception culturelle, c'est le pilier, et nous la refusons parce que nous croyons en vous, les élus. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres interventions? Très bien. Donc, je vais passer la parole à Madame la rapporteure pour la série de questions. Ah, si vous vouliez... En prie, allez-y. Écoutez, je compléterai volontiers ce qu'a dit Patrick Cuban, auquel je souscris bien sûr, mais peut-être que c'est peut-être plus pratique pour vous de le faire par les questions. Ce que je pourrais ajouter peut-être, c'est que la musique comme la voix, c'est des éléments très fragiles. C'est ce qui fait qu'on a souvent été un peu à l'avant-garde des questions qui peuvent se poser. Ça a été le cas avec le numérique. Il y a 25 ans, c'est des ondes. En revanche, c'est ce qui rend ça très intéressant et qui va très au-delà même des enjeux culturels. Par exemple, il me semble qu'un piège à éviter et dans lequel on a tous tendance à s'engouffrer, c'est d'invoquer l'exception culturelle.
Et je trouve que ça serait faire peu de cas des autres professions qui vont être confrontées aux mêmes questions. Et il ne s'agit pas de demander des laissez-passer, des sauf-conduits pour les industries culturelles qui seraient formidables et d'abandonner, je ne sais pas moi, les magasiniers Amazon, etc. Je pense que les questions qu'a affronté la musique, notamment, ou la voix, c'est des questions qui vont se poser à l'ensemble de la société. Et en ce qui concerne la musique, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, évidemment, c'est une rupture ontologique, l'intelligence artificielle générative, mais elle est en train d'amplifier le pire qui était déjà à l'œuvre pour l'instant. Je ne dis pas qu'elle ne fera pas des choses intéressantes. Et le pire qui était déjà à l'œuvre, c'était déjà de l'inflation de contenu. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec les contenus, les milliers de morceaux, etc. Et bien bientôt, on aura, c'est pas 1 million de nouveaux morceaux par semaine qu'on aura, ça sera peut-être 1 million de nouveaux morceaux par seconde. Et donc avec des problèmes, y compris écologiques, qu'il faudra poser. Et là-dessus, je pense, par exemple, je vous dévoile déjà un peu, moi, mes propositions concrètes, c'est que je pense qu'il va falloir faire payer probablement la mise en ligne de la musique pour aboutir à une forme de sobriété musicale, de la même façon qu'on ne peut pas continuer d'encourager les gens qui prennent l'avion avec des miles. Il va falloir trouver des solutions concrètes et qui n'impacteront pas les plus fragiles. Donc on a ces problèmes d'inflation de contenu, mais on a aussi la fausse perfection, et ça aussi, ça existe depuis longtemps. Depuis 40 ans, la plupart des tubes qui sont faits aujourd'hui sont faits avec des machines. Parce qu'il faut savoir que nous, l'intelligence artificielle non générative, ça fait 50 ans qu'elle est dans nos studios. Les séquenceurs d'abord, ensuite les automations de consoles de mixage, les échantillonneurs, ensuite l'autotune, tout ça on connaît très bien, et il y a eu un dialogue très fécond d'ailleurs avec les machines. Je pense à des groupes comme Kraftwerk, etc. Et on pourrait très bien imaginer au XXIe siècle, on a eu un XXe siècle qui a été absolument extraordinaire pour la musique. Il y a eu une accélération esthétique, technique, sans équivalent. Donc on pourrait imaginer un tassement et on pourrait même imaginer un dialogue fécond avec les machines. Mais en tout cas, en l'état actuel, parce que beaucoup de choses sont très prévisibles, des prédictions, il y a beaucoup d'interventions prédictives, je pense que c'est intéressant et positif de partir de la réalité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on a cette fausse perfection, on a une dévalorisation de la musique, avec le mythe de la gratuité, mais qui est à l'œuvre depuis 25 ans, par les marchands d'algorithmes déjà, parce qu'on nous avait expliqué que la musique devait être gratuite. On a une ubérisation aussi, puisque les producteurs audiovisuels, par exemple, consacrent de moins en moins parfois en général même moins d'1% de leur budget à la musique originale. Donc ça existait déjà avant l'IAG, mais c'est en train de s'amplifier. On a une obsession statistique qui transforme les artistes en influenceurs, qui ont les yeux rivés sur les petits cœurs, sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'était déjà là. La désinstrumentalisation, la désincarnation, la déshumanisation, y compris dans les concerts, aujourd'hui, qui sont de plus en plus en playback. Et enfin, la primauté de du choisisseur sur le créateur. Donc tout ça, ça existait. Et évidemment, il serait irréaliste et présomptueux de s'opposer à l'IAG. Je suis même, je vais vous dire, pessimiste sur la possibilité de la réguler, surtout à un échelon national. Et très méfiant, comme dans tous les mots des autres domaines, lorsque le mot souveraineté est employé. Parce qu'il est souvent dévoyé pour défendre, au contraire, des intérêts particuliers très éloigné en réalité du bien commun. Je pense notamment au cas de Mistral AI, mais on a connu ça dans d'autres domaines avec Quant et d'autres désastres qui n'ont pas été pour tout le monde. En revanche, il me semble important que l'IAG se conforme, comme toutes les autres activités, au droit commun. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Ce n'est pas des mesures d'exception, mais il faut appliquer le droit commun, la loi et le droit de propriété. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je m'arrêterai là. Très bien. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La parole est à Madame Calvez, rapporteure. Merci beaucoup pour éclairer la façon dont aujourd'hui l'IAG entraîne des nouveaux usages parmi les professionnels, non pas ceux de la voix, mais ceux qui utilisent vos voix et vos savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de recours à ces solutions de substitution que sont les IA et qu'est-ce que ça peut entraîner
comme dégradation du produit final. Est-ce que vous avez des exemples plus ou moins récents pour qu'on puisse imaginer les recours actuellement à l'œuvre? Je crois que les recours à l'intelligence artificielle dans nos métiers, aujourd'hui, nous les subissons plutôt de l'extérieur. C'est-à-dire que les choses sont faites notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est ça le sujet, en fait. Ce n'est pas tellement l'IA générative, ce sont les outils qui sont utilisés et comment ils sont diffusés chez nous. Le vrai sujet, c'est ça. Si demain, une plateforme Hollywood veut... Moi, j'enregistre beaucoup d'audio-description, par exemple. Si demain, une plateforme veut absolument automatiser cette fonction, elle le décidera à Hollywood et pas à Paris. C'est comme ça que ça se passe. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons effectivement toute cette partie qui fait aussi partie du doublage, puisque c'est dans les accords de salaire du doublage, l'audio-description, qui est en train de basculer complètement sur l'intelligence artificielle. On le voit aussi dans les livres audio, on le subit aussi dans la publicité, où avant, on enregistrait des maquettes pour les annonceurs. Bon, aujourd'hui, les maquettes, on les fait avec un logiciel, on n'a plus besoin de qui que ce soit. Voilà, c'est des évolutions qui sont concrètes aujourd'hui, et on voit concrètement tout un pan d'enregistrement qui s'arrête. Voilà, donc la réalité, c'est celle-là. Donc, il faut savoir que ces outils sont disponibles en ligne pour tout un chacun, souvent en dehors des règles de droit d'auteur concernant leurs données d'entraînement et puis le respect du RGPD, j'en parle même pas. Donc le sujet, il est là en fait. C'est des outils à disposition du grand public, mais aussi des professionnels qui se diffusent petit à petit dans l'audiovisuel et dans les industries du cinéma. Par rapport à ces... Non, je ne sais pas si vous vouliez... Brigitte, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Juste, je voulais ajouter que, en fait, effectivement, nos données, en fait, ont été moissonnées pendant des années et des années parce que tout notre travail est partout maintenant en ligne et tout ça. Donc, effectivement, nos données, on ne sait même pas où elles sont dans le monde et elles, effectivement, peuvent être utilisées par n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Et nous, on voudrait être maître de notre travail, de nos voix, de nos corps, de notre image et de notre savoir-faire. Voilà. Si vous permettez, je voudrais juste rajouter qu'en fait, la menace, elle est double aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme le disait Patrick, c'est le grand public, par l'intermédiaire de sites à leur disposition, sur lesquels des comédiens sont présents, sans leur consentement. Et puis, effectivement, c'est cette menace silencieuse des producteurs à l'étranger. Voilà. Et on parlait de souveraineté tout à l'heure. Il y a un vrai problème de souveraineté par rapport à la maîtrise de notre propre langue et la diffusion de cette langue sur notre propre territoire qu'on ne maîtrisera plus si on la laisse complètement à l'IA. Merci. C'est bon. Je voulais juste rajouter aussi que, en fait, il faut que nous soyons très attentifs, en fait, à la baisse de qualité, je dirais, des programmes, je dirais, en général, et notamment, effectivement, à destination des jeunes. Parce que comme ces intelligences artificielles sont aujourd'hui à la disposition du public, ça se démocratise, donc, effectivement, n'importe qui peut faire, j'ai envie de dire, n'importe quoi, et donc, effectivement, on pourra peut-être après parler des deepfakes, mais au-delà de ça, il y a le fait qu'on habitue un petit peu à la fois la population en fait à des choses un peu moins bien, un peu moins bien, un peu moins bien, et donc effectivement tout ça se dégrade. On peut quand même se targuer d'une chose, c'est que nous avons été très longtemps en fait les pionniers en termes de doublage d'œuvres françaises, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque où le cinéma américain arrivait en masse, je dirais, sur le territoire français, nous avons effectivement, grâce, je dirais, à notre, entre guillemets, valise diplomatique qu'est l'exception culturelle, on a pu nous protéger, effectivement, en donnant, je dirais, la possibilité, en fait, aux Français d'accéder au cinéma américain via le doublage en français. Ce qui nous a effectivement donné une primauté, je dirais, sur la qualité du doublage. Et la France était un exemple. Alors on a, dans le passé, souvent été un exemple de qualité dans le doublage, un exemple de qualité de programme, notamment à destination des enfants, et un exemple de qualité de protection des artistes. Tout ça, petit à petit, ça me nuise.
pour bien comprendre les outils qui sont mis à disposition du grand public comme des professionnels, est-ce que ces outils indiquent votre nom, indiquent les personnages que vous avez pu doubler? Je voudrais savoir dans quelle mesure ils informent les utilisateurs de ce qu'ils viennent piller, en fait. Alors, je crois que c'est vraiment quelque chose de commercial, comme vous l'avez souligné. C'est une mise à disposition, en fait, pour le grand public de nos talents pour pouvoir faire des fêtes d'anniversaire, mais pas que. C'est aussi des documentaires qui sont produits de manière un peu pirate sur le net. Et puis aussi beaucoup de publications sur les réseaux sociaux pour nous faire dire n'importe quoi. Voilà. Donc ça, nous le subissons, nous, mais les citoyens le subissent aussi, puisqu'il y a aussi des applications que l'on retrouve sur les téléphones pour pouvoir faire des deepfakes de voix et de visage. Ça peut être aussi des hommes politiques, on l'a vu, hein, il y a aussi des tentatives de déstabilisation avec beaucoup de fake news. Donc voilà, on est dans un terrain où ces outils sont absolument disponibles partout. La voix et le visage n'est pas protégé en tant que tel, pas suffisamment protégé en tant que tel. On a des propositions d'ailleurs concrètes à vous proposer ce matin. Mais voilà, on est, et comme l'a dit Francine Baudelot tout à l'heure, il y a une double menace. C'est effectivement ces outils récréatifs disponibles, on va les qualifier de semi-professionnels. Et après, il y a aussi une industrie essentiellement américaine qui a noué des contacts avec des grosses startups, comme par exemple Eleven Labs, hein, qui est cotée à la bourse de New York, ou DeepDub, qui ont déjà des accords avec des studios d'Hollywood pour pouvoir faire du doublage en IA. Il y a déjà des premiers exemples de ces doublages qui passent en espagnol sur le marché américain. Donc il y a beaucoup d'investissements sur cette partie-là. Donc ils entraînent les machines en fait actuellement sur notre travail de manière totalement illégale via le scrapping. Hein. C'est assez facile d'aller récupérer des séries et des films sur Internet et d'entraîner des machines à nous remplacer. Donc il y a surtout ce projet industriel-là qui nous préoccupe, et c'est celui-ci qui peut présenter la plus grande menace pour les 15 000 emplois du doublage. Voilà, c'est vraiment, il faut voir les choses de manière un peu duale, c'est-à-dire qu'il y a ces sites un peu rigolos au grand public auxquels on a accès, ou des applications, et il y a aussi des outils professionnels, mais développés à l'étranger, parce qu'en France c'est un peu plus compliqué. Il y a le RGPD qui nous protège un peu, il y a le droit d'auteur aussi qui nous protège un peu, mais c'est surtout des outils qui sont développés à l'étranger, parce que comme vous le savez, la chaîne en fait de diffusion, c'est un film qui vient des États-Unis, et si dans ce film qui vient des États-Unis, il y a déjà 80% des voix qui sont doublées avec de l'IA, il n'y aura plus qu'à faire peut-être 2-3 rôles en France, faire un mixage à Paris, et hop, on peut le diffuser dans les salles de cinéma. Le circuit, c'est ça qui va se passer si on ne bouge pas aujourd'hui. Et ça pose des problèmes par rapport à la transmission aussi de notre métier pour les jeunes comédiens qui ne pourront plus s'exprimer. Et puis, ça pose aussi des problèmes au niveau des comédiens qui ont des petits rôles aujourd'hui, qui sont faits par des jeunes comédiens qui viennent apprendre le métier avec nous. Et demain, ces gens-là n'existeront plus puisque tout sera fait par l'IA. Il y a eu aussi le problème des gens qu'on a fait ressusciter. On a utilisé la voix de comédiens disparus, en plus de tellement talentueux comme Alain Dorval, le papa de Aurore Berger, qui fait la voix de Stallone, Benoît Almagne, la voix de Morgan Freeman, Jacques Frantz, la voix de De Niro. Tout ça leurs voix ont été pillées et utilisées pour leur faire dire n'importe quoi, à l'encontre peut-être même de leurs convictions, et ça c'est quand même assez grave. Voilà. Je pense que personne n'aurait envie que ça lui arrive, quoi. Monsieur Le Cordier. Oui, très concrètement, c'est juste pour que vous donniez une idée, mais ça risque d'abord, et c'est déjà en train d'arriver, que les personnages secondaires et tertiaires soient faits à l'IA. Et tous les tapis d'ambiance, ce qu'on appelle tapis d'ambiance, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des ambiances quand il y a une foule, des gens dans la rue, et c'est là-dessus que les jeunes comédiens font leurs armes. Ils viennent en studio, ils s'exercent là-dessus, on les teste, et puis ils voient les autres, ils ont la chance du coup de pouvoir voir les autres comédiens faire des rôles plus importants et apprendre leur métier comme ça. Je pense que c'est important de protéger ça aussi, oui. Oui. Merci. Je voulais justement vous donner la parole sur ce qui peut être possible.
parmi les préconisations que vous donnez. Mais avant, je voudrais vous faire réagir aussi par rapport à des prises de position qui ont été celles de comédiens, pas forcément uniquement sur leur voix, mais aussi sur leur corps, qui se sont dit prêts à dire, mais en fait, si je trouve un accord pour mettre à disposition les traits de ma personnalité, mon look, ma voix, mes attitudes. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste? Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Au contraire, est-ce que ça banalise les traits de la personnalité? Vous avez des droits associés à la personnalité. Dans quelle mesure on peut entrer dans cette forme de négociation sans perdre d'autres combats? Alors, si vous voulez, il y a un exemple concret, c'est Matthew McConaughey qui a effectivement déposé sa voix, son visage et puis sa personnalité à une sorte de marque. Alors, en France, c'est pas possible. Je crois que l'INPI refuserait une demande de ma part dans ce cadre-là. Et puis, je pense réellement que c'est vraiment une attitude de pouvoir en fait commercialiser après sa personne pour l'intelligence artificielle. Donc, ça pose des problèmes philosophiques et éthiques, évidemment. Et puis je pense que cet acteur américain a raté quelque chose. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas tellement le clonage d'acteurs identifiables, c'est tout ce qui est non identifiable et qui peut sortir de ces machines. Puisqu'en fait, on prend le travail de Matthew McConaughey, on prend le travail de Tom Cruise, et puis de 10 000 autres acteurs américains, et on va construire une espèce de clone ou d'acteurs parfaits, ou plusieurs clones ou plusieurs acteurs parfaits, mais dont on ne peut pas reconnaître le visage ou la voix. Donc c'est vraiment des espèces de monstres qui sont constitués à partir de plein de données biométriques et qui pourraient remplacer les acteurs physiques. Et c'est là-dessus qu'on a un vrai sujet, c'est-à-dire que si un clonage est absolument indispensable pour faire un film ou même une voix, parce qu'effectivement, techniquement, on ne peut pas le faire autrement, ça peut se justifier, ça peut être intéressant. S'il y a un encadrement réglementaire, une traçabilité des données, qu'on sache exactement où on envoie les datas et comment elles sont traitées, ce qui, aujourd'hui, n'existe pas. Voilà, on n'a pas la régulation qui permet de faire ça, ni même un encadrement suffisant de ces outils qui sont déployés. Ça, c'est très clair. Les obligations de transparence émises par Bruxelles nous le montrent, elles sont très faibles en fait, pour le moment. Le débat reste ouvert, mais pour le moment c'est le cas. Nous, ce qui nous concerne là, c'est effectivement le remplacement de nos activités. Il n'y a pas que les comédiens, mais il n'y a pas que les comédiens de voix, demain ça va être les comédiens au cinéma, par des acteurs qui n'existent pas en fait. Voilà, on voit arriver déjà dans les publicités, si vous regardez un peu dans le métro aujourd'hui ou dans la rue, vous voyez ces affiches avec des mannequins. La plupart du temps, elles n'existent pas en fait. Voilà, c'est pas spécifié sur l'affiche, mais il y a plein de photos qui, effectivement, sont des mannequins synthétiques qui n'existent pas. On a pris 50 mannequins, on en fait une femme, entre guillemets, ou un homme parfait, voilà, selon des critères qui sont choisis par l'algorithme, en quelque sorte. Voilà, le prompt ne fait pas tout. Donc on est assujetti à ça. On parlait de déshumanisation dans la présentation, on est là. Si l'IA peut être contrôlée par les artistes interprète, par chaque artiste interprète, qui peut contrôler en fait son clone s'il en a envie. Après, il faut délimiter évidemment la diffusion de ces images. Il faut les étiqueter aussi. Il faut prévenir le public. Ça, c'est aussi un domaine, une question qui est très importante. Mais je crois que la menace la plus visible, en tout cas la plus forte, c'est ça. C'est la déshumanisation et qui n'est pas du tout de lien avec un humain. C'est-à-dire qu'on perd complètement, la technologie a pris le contrôle. C'est vraiment des acteurs 100% synthétiques qui n'existent pas et qui vont prendre effectivement le relais. Alors ça va commencer par la voix, parce qu'en fait c'est le projet. Quand on va faire un doublage aux États-Unis, ça va être une sorte de monstre qui va sortir en IA. C'est ni la voix de l'acteur américain, ni un français. Ça va être une sorte de gloubi-boulga absolument incroyable. Et il faut savoir que si le doublage est fait comme ça, ce n'est plus du français. C'est de l'anglais traduit en français. Nous, le travail qu'on fait, c'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation culturelle. Les sous-textes sont présents en français. Nous jouons sur l'épaule de l'acteur américain. On donne aussi nos références de culture française. Donc c'est ça le doublage, c'est pas de la traduction, c'est très différent. En ce sens-là, ça fait partie de notre exception culturelle et ça participe, comme le disait Jean tout à l'heure, au rayonnement de nos métiers au-delà de la France. L'Allemagne a développé aussi une grosse communauté de doublage. Enfin, il y a l'industrie de doublage, l'Italie, l'Espagne. Voilà, on est très fort là-dessus. Et je pense que c'est très important de garder ce savoir-faire et de garder cette adaptation culturelle. Les films comme Avatar, Zootopia, qui sont des succès au cinéma, il faut savoir que 85% des entrées au cinéma se font en VF.
Et donc, ça participe de l'industrie du cinéma et de la fantastique, nombre d'entrées qu'on a en France par rapport aux autres pays européens. Vous regardez, on a 2 fois plus d'entrées que dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'on a évidemment le financement du cinéma qui fait qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Et il y a aussi des succès du cinéma français, mais il y a également le succès du cinéma américain qui est adapté en français et qui est bien adapté. Et ça participe largement du succès du cinéma en France, qui garde un bon niveau d'entrée chaque année. Voilà. Que c'est en effet important de souligner quelles sont la part des versions françaises dans le dynamisme du cinéma. Quand on parle de la voix, on parle de la langue. Vous l'avez souligné. En fait, on n'est pas juste une traduction mot à mot, mais on peut mettre des références culturelles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour développer des IA, c'est important que la langue française soit présente et que c'est bien normal qu'on soit allé chercher des exemples de langue parlée, que ce soit par documentaire ou que ce soit via des comédiens? Alors, je peux répondre là-dessus. Brigitte, tu voulais répondre? Pas directement. Compléter, enfin, tu peux Oui, peut-être compléter. Moi, je pense que, oui, les outils souverains doivent être disponibles, mais nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un cadre, en fait. C'est un cadre de confiance, c'est-à-dire que les IA qui sont développés, qui sont en fait commercialisés, soient de confiance pour les artistes et les comédiens, qu'il n'y ait pas des fuites de données, que ça parte pas n'importe où, qu'on sache exactement où sont nos datas de voix. Il faut qu'on puisse avoir le contrôle de ça. C'est le fameux consentement, compensation d'utilisation et contrôle. S'il n'y a pas le dernier C, le dernier contrôle, là on perd la main en fait, on ne sait pas où. Voilà. Donc pourquoi pas, mais il faut que ce soit suffisamment encadré et que les artistes, les créateurs puissent garder le contrôle sur la machine. Ça c'est très important et il faut que ce contrôle soit individualisé. Il faut que moi en tant qu'artiste je puisse choisir. Brigitte. Non. Et oui, et c'est pour ça aussi qu'on demande une traçabilité. C'est mieux. Oui, c'est mieux quand ça marche. Oui, ce que je disais, ce que nous demandons, c'est une traçabilité. Effectivement, quand l'IA est utilisée, savoir que ce sont nos voix ou c'est votre voix et la mienne qui ont été mélangées. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Et puis, savoir aussi que ce que nous défendons, c'est bien sûr la traçabilité et tout ça, mais aussi la culture. Pour tous les gens qui, par exemple, les personnes âgées qui ne peuvent pas lire les sous-titres, alors du coup on va leur donner des sous-titres à l'IA qui seront mochement traduits, l'audiodescription, pour les gens 10, pour les gens, les malvoyants. Moi, dans ma communauté, il y a beaucoup de gens autistes et malvoyants qui viennent me supplier en disant ne vous faites pas remplacer par de l'IA, parce que nous, après, on ne verra plus rien du tout quand on regarde un film. Et ça, c'est vachement important de se rendre compte que le public est derrière nous et que, voilà, il faut défendre tout ça. Et il faut défendre, effectivement, le doublage humain fait pour des humains, voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'information du public. Et ça, j'aimerais qu'on puisse regarder l'information du public sur l'utilisation des voix, le recours à des comédiens. L'information du public aussi quand il écoute sur des plateformes de streaming, ce qui est un titre généré synthétiquement ou un titre qui a pu être... voilà, on a eu recours à l'IA, mais sans que ce soit complètement... que ça soit vraiment... C'est un outil. Je voulais interroger Monsieur Burgala sur le niveau d'information aujourd'hui disponible sur les titres, ce que vous en pensiez, et puis peut-être aussi également sur ce que vous imaginiez être les réactions d'un public informé. Est-ce que quand il est informé que c'est un titre 100% IA, est-ce qu'il change d'attitude ou finalement c'est pas forcément changeant? Oui, c'est changeant. Alors, ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que les titres générés par IA sont principalement écoutés par des robots. C'est vraiment les robots parlent aux robots.
C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, les études de Deezer, notamment, ont montré, je crois que il y a 4% d'écoute sur ces titres-là. Donc c'est vraiment tout un écosystème c'est pour ça aussi que les manipulations de stream, tout ça est très important. Et effectivement, l'information du public est très importante. Certains services vraiment essayent vraiment de mettre l'accent là-dessus. Je viens de citer Deezer. Qobuz fait un travail aussi remarquable sur un autre domaine, mais qui est assez proche, qui est celui du domaine public, puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut s'approprier le domaine public, tout ce qui a été créé depuis 1963. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que la BNF a donné un très mauvais exemple, puisqu'elle s'est approprié le dépôt légal, qu'elle l'a commercialisé avec un partenaire privé, sans qu'on sache où vont ses droits. Mais ça impacte l'ensemble, puisque le streaming est fait de telle manière que toute écoute comme ça se fait au détriment des autres. Et donc, on n'a pas encore vu dans les radars cette question du domaine public, mais vous pouvez avoir maintenant 1 million de versions différentes de Kind of Blue de Miles Davis. C'est tout à fait techniquement possible. Donc, on a besoin de cette information du public et effectivement, je pense que quand il en est informé, on l'a vu, puisque des groupes comme on a cité l'exemple de Velvet Sundown, finalement, la baudruche s'est dégonflée quand même assez rapidement, quand même, oui. Est-ce que pour les acteurs de la voix, vous avez eu des réactions de personnes qui étaient informées ou pas de l'utilisation sans consentement, sans rémunération d'une de vos voix? Et est-ce que vous-même, vous vous êtes surpris à vous entendre sans que vous soyez informé que c'était vous, enfin votre voix? Oui, très souvent, effectivement, sur les réseaux, on retrouve nos voix qui sont utilisées sans notre permission. Souvent, c'est marrant parce que souvent, c'est le public qui nous informe en disant « J'ai retrouvé ta voix à tel endroit, est-ce que c'est normal ?» etc. C'est comme ça que nous avons fait nous avons déposé une plainte à 8 comédiens il y a peu de temps. Et oui, effectivement, nos voix sont utilisées partout. Et on n'y peut rien faire, quoi, parce qu'on peut juste le signaler, mais en fait, c'est à l'autre bout du monde. Donc, comment faire, quoi? Moi, je peux confirmer que j'ai une... Oui. Hop là. Et voilà. Je peux confirmer qu'effectivement, ma voix a été apparemment clonée pour un chatbot IA qui appelle les gens chez eux pour faire du démarchage. Donc là, je suis en train d'aller chercher, effectivement, voilà. Donc, voilà, si ça, vous reconnaissez l'exemple. ma voix par téléphone, donc ce n'est pas moi, c'est une voix qui a été piratée. Ouais, ça pose quand même de gros problèmes de sécurité, et puis surtout pour nous, c'est très mal vécu, évidemment. Il faut savoir que les procédures sont très longues. C'est long, c'est coûteux. C'est pas sûr on n'a pas sûr. Là, on a une réponse plutôt positive sur une des deux en fait sociétés qui aurait enlevé les voix, mais il en reste une avec 12 comédiens dont on a pris les voix, dont encore la voix de Brigitte. Voilà. Donc parfois c'est assez compliqué. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je disais, oui, je fais partie des 8 comédiens qui ont porté plainte contre VoiceDub et Fiche, je sais plus quoi, Fiche Audio. Et en fait, le fait d'avoir porté plainte VoiceDub a supprimé les voix sur son site. L'autre n'a toujours pas de réponse. Notre action est en cours en ce moment. Effectivement, nous aimerions envisager un recours en justice pour créer une jurisprudence de façon à nous protéger un peu plus les fois prochaines. Monsieur Burgala voulait parler. Monsieur Burgala. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose, mais qui complète ce qui vient d'être dit. C'est que c'est un peu le paradoxe actuel. C'est que d'un côté, on nous explique que l'IA peut tout. Mais en revanche, dès qu'il s'agit de savoir vraiment ce qu'elle fait, alors là, on nous explique que c'est très compliqué. Et c'est un paradoxe plus général. C'est que je trouve que le numérique, aujourd'hui, devrait nous pousser à avoir une meilleure granularité pour la perception des droits, savoir vraiment quand une musique est diffusée en radio, de quelle musique il s'agit. Or, il y a une espèce de hiatus parce que certains organismes de gestion collective
ce qui les intéresse, effectivement, c'est de faire du chiffre d'affaires, de faire du volume, mais savoir quel est l'artiste qui a été utilisé, par exemple. Alors là, finalement, on préfère faire des commissions, faire de l'action culturelle. Et ça, c'est assez dangereux parce que le numérique, et notamment l'IA, peut nous permettre ça. C'est-à-dire que l'IA non générative, aujourd'hui, nous, on l'utilise très positivement en musique, notamment pour détecter les contenus générés par IA. Mais ou pour l'IA nous aide aussi contre les manipulations de stream. Il y a des applications techniques qu'on a aujourd'hui qui sont tout à fait intéressantes et qui se font au détriment de personnes quand on doit par exemple enlever, moi, il n'y a pas longtemps pour une publicité, on m'a demandé d'enlever la voix sur un morceau que j'avais fait il y a 25 ans. C'était un morceau en concert, je n'avais pas mixé sans la voix. J'aurais pu le faire par certains logiciels avant, ça aurait été très compliqué, ou en mettant les choses en opposition de face. Enfin, il y avait plein de... Mais j'ai pu le faire très facilement. Ça ne s'est fait au détriment. On pourrait dire que c'est de l'IA dégénérative presque, puisqu'elle a enlevé la voix. Mais donc, ces applications-là, il faut qu'on puisse les utiliser d'une façon positive. Mais c'est très paradoxal, parce que donc ces services qui proposent d'IA générative, dès qu'on leur dit, mais on veut juste savoir ce que vous faites, qui a été utilisé, et pas uniquement, par exemple, faire une licence légale qui permettrait d'avoir de l'argent, mais qui ne serait pas répercutée d'une façon juste pour les sociétaires, qui serait répercutée de façon arbitraire, par des aides, par des choses complètement discrétionnaires. Alors là, on touche les limites de l'intelligence artificielle générative, qui n'est pas si intelligente que ça à ce moment-là. Merci beaucoup. Vous avez parlé des contentieux. Alors, certains sont en cours. Vous avez entendu, j'imagine, parler d'une initiative portée par des sénateurs qui ont déposé une proposition de loi qui établirait un renversement de la charge de la preuve, qui ferait que, en établissant une présomption d'utilisation des contenus des œuvres par les développeurs d'IA, on aboutirait à faire que ces développeurs d'IA ont à montrer qu'ils n'ont pas utilisé vos œuvres. Que pensez-vous de cette initiative? Il s'agit d'une initiative dans le cadre français. Pour l'instant, c'est à l'état d'une proposition de loi déposée. Elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais qu'en pensez-vous et quels sont les possibles améliorations de vos recours avec cette solution? Notre position officielle, c'est qu'on soutient cette proposition de loi, c'est un premier pas en fait vers un début de transparence et un respect des droits d'auteur. Voilà, cette proposition, elle n'est pas absolue, mais elle a le mérite d'exister. Elle ne répond pas spécifiquement à notre sujet du jour, puisque nous sommes des artistes-interprètes, et comme je l'ai souligné tout à l'heure, là où on a une limite dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le secteur de la voix, ce sera aussi le cas pour les acteurs à l'image, c'est effectivement la production de choses qui ne sont pas identifiables. Dès lors que ce n'est pas identifiable, on ne peut pas connecter en fait cette utilisation à un artiste ou des artistes-interprètes. Donc là, la charge de la preuve va être un peu compliquée. Donc là, effectivement, on soutient cette initiative, mais pour ce qui nous concerne, nous, c'est un début de solution pour les droits d'auteur en général, peut-être aussi un peu pour les droits voisins, puisque ça nous concerne, mais en l'occurrence pour la technologie d'IA générative qui génère des voix et des visages 100% synthétiques, là on a un vrai sujet. Merci beaucoup. Du côté de Monsieur Burgala. Oui, je pense exactement la même chose. C'est important de voir qu'on n'est pas du tout... on n'est pas en train de s'opposer au chemin de fer, ou on n'est pas dans la destruction créative de Schumpeter. Donc cette proposition de loi, elle renforce le droit de propriété, l'effectivité du droit de propriété. C'est la transparence insuffisante des modèles d'IA qui empêche l'exercice effectif de ce droit de propriété. Donc cette proposition, elle vient rendre effectif à nouveau le droit d'auteur et le droit voisin, puisqu'elle inverse la charge de la preuve. Et ça revient à ce que je vous disais avant, puisque l'IA peut tout, je pense qu'elle doit pouvoir faire ça. Et c'est très important que j'espère que cette proposition de loi va être suivie à l'Assemblée. J'arrive pas du tout à voir en fait
quel mauvais côté elle pourrait avoir d'un côté comme de l'autre, parce que, y compris pour les sociétés d'intelligence artificielle générative, parce que d'abord, je pense que les personnes sérieuses qui font de l'intelligence artificielle générative, elles savent qu'elles auront besoin, elles pourront pas s'exempter du droit de propriété, comme Napster n'a pas réussi à s'en exempter. Donc elles auront besoin d'un dialogue. On a besoin de ce dialogue. On a beaucoup de mal à l'avoir, énormément, même quand le ministère a essayé d'instaurer quelque chose, ça tournait en rond, parce que chaque fois qu'on a essayé de dialoguer là-dessus, et c'est très mauvais pour eux, parce qu'ils auront besoin de ça, et ils ne pourront pas s'exempter du droit de... C'est pas la propriété intellectuelle, c'est la propriété tout court. Donc s'ils veulent vraiment s'exempter du droit de propriété, il faudra qu'ils l'appliquent dans d'autres domaines, dans leurs biens immobiliers, dans leur collection d'œuvres d'art. Enfin, il y aura beaucoup de choses. Mais c'est très important. Et cette inversion de la charge de la preuve, je ne vois pas ce qu'on peut nous invoquer en face. Et encore une fois, parce que je sais qu'il y a souvent quelque chose qui est dit, c'est on va faire des barrières. Et ça va être très dangereux pour la souveraineté française, puisque les Américains, etc., pourront s'en exempter. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est comme ça qu'on a eu une taxe sur le streaming de souveraineté qui n'a impacté finalement que les sociétés françaises et européennes. Donc on ne demande pas du tout à arrêter les choses à la douane, à Irun. C'est pas du tout ça. Ces questions-là, elles vont se poser partout. Et je pense que, y compris les grandes entreprises américaines, le savent très très bien. Et bien sûr, ils n'ont pas du tout la même conception du droit d'auteur que nous, mais quand même ça, je pense qu'ils ne pourront pas s'en exempter. Et plus tôt on pourra comment dire, dialoguer, plus on va gagner du temps. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, parce que quand je vous parlais de cette question, de cette tentation de faire une licence légale, donc qui permettrait à des organismes de gestion collective de recevoir l'argent sans trop savoir d'où il sort, ce qui a été utilisé, il faut remercier quand même le ministère et la ministre actuelle de la Culture, parce que c'est elle qui a, je pense, très fermement mis un terme à ces velléités qui étaient des tentations, non pas pour les sociétaires de ces organismes de gestion collective, mais pour les directions de ces organismes de gestion collective, puisque ça leur donnait de l'argent, des moyens, sans trop savoir après comment ils allaient être redistribués. Et encore une fois, ça nous ramène aux questions qu'on avait il y a 25 ans quand on parlait de licence légale, au début du piratage, etc. Pourquoi on s'y oppose? C'est pour une question de justice, pour que les créateurs, ça ne soit pas la prime aux plus habiles, à ceux qui vont faire des dossiers d'aide, qui vont être bien avec telle ou telle commission. Et je pense qu'on a besoin de choses très granulaires, et le numérique, et je dirais la bonne IA, si on peut dire, peuvent nous y aider. Merci beaucoup. La granularité, je vais poursuivre sur ce plan-là, la granularité justement que permet l'IA, pas forcément la générative, mais l'IA qui depuis des années est dans nos machines. Au-delà de la question du contentieux et de l'inversion de la charge de la preuve, la recherche de transparence, elle peut se faire aussi a priori, puisqu'on a besoin d'avoir le consentement, c'est-à-dire l'autorisation, et pour pouvoir calculer une rémunération, que ce soit dès la phase amont. Une proposition également était de pouvoir mettre en place un tiers de confiance qui d'un côté recueillerait les avis d'autorisation ou d'interdiction, c'est-à-dire l'exercice du droit de retrait pour des contenus, donc de la part des créateurs, des ayants droit. Et ce tiers de confiance recueillerait également une déclaration des développeurs d'IA sur les contenus utilisés pour l'entraînement. Que pensez-vous de cette solution qui serait à un niveau européen, qui serait en amont du coup de toute mise devant la justice, et donc pas seulement de se baser sur le contentieux, mais ce tiers de confiance pourrait vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les déclarations des créateurs d'une part et les déclarations des fournisseurs d'autre part, et auquel cas éventuellement soulever quand il y a une différence. Est-ce que pensez-vous de cette solution, certes
techniquement très challengeante. Mais qu'en pensez-vous et quelle est la possibilité que cette solution puisse éclairer le passage d'accords, de négociations, de licences de gré à gré, puisqu'on aurait à ce moment-là suffisamment de connaissances et de transparence sur ce que révèlent ces flux de contenu et de marché. Qu'en pensez-vous ? J'ai du mal à en penser quelque chose parce que j'ai du mal à voir sur un plan pratique comment ça peut se mettre en place et d'une façon qui soit fluide. Et je pense que c'est toujours la difficulté qu'on a sur ces questions-là, c'est qu'on passe de questions extrêmement juridiques, très techniques, à des questions pratiques, et souvent, c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont les traiter. Donc je me rends pas du tout compte, j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est pour ça qu'on a d'abord intérêt, je pense, à demander l'application du droit, y compris vis-à-vis des anglo-saxons, parce que je pense qu'on a un côté très repoussoir dès qu'on invoque les grands principes, la France, patrie des droits d'auteur, etc. C'est le meilleur moyen pour qu'après on nous dise oui, vous allez avoir vous allez complètement défavoriser les créateurs français, etc. Et je pense qu'il faut qu'on arrive simplement à rester sur l'application du droit et simplement. Si les plateformes d'intelligence artificielle générative ont ratissé de façon illégale tout l'ensemble des contenus, c'est à elles maintenant de se mettre en conformité. On peut les aider. Le tiers de confiance, par exemple, c'est marrant parce que le tiers de confiance, nous, on l'a beaucoup demandé pour les manipulations de stream. On a toujours pensé que c'était à la DGCCRF de nous aider là-dessus. Mais là, par exemple, en la matière, je ne sais pas quels seraient les problèmes de secret des affaires, par exemple, qui pourrait y avoir, qui pourrait nécessiter un tiers de confiance. Donc je vous dis, enfin voilà, c'est une réponse ni oui ni non, mais dans la pratique, je trouve par exemple, quand on nous parle, ça me fait penser à autre chose, hein, mais en musique, on nous parle toujours, par exemple, qu'est-ce que va nous apporter l'intelligence artificielle générative pour la création ? Et souvent, je trouve qu'on méconnaît les mécanismes de création, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que quand on doit faire un morceau, quand on doit créer une musique, d'abord, on peut faire de la musique pour le plaisir, mais quand on crée une musique originale, pourquoi on le fait ? Soit, moi, quand je dois faire un disque personnel, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire que j'ai pas eu l'impression, de façon prétentieuse, que les autres, que je retrouve dans ce qui a déjà été fait. Est-ce que la machine va m'aider là-dessus ? Non, c'est à moi, c'est entre moi et moi. Ensuite, quand on fait une musique de commande, ce qui est le cas de beaucoup de choses pour lesquelles on nous parle d'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. Moi, depuis le mois de mars, je travaille sur une musique de film. Elle est quasiment finie. Ça fait des mois que je suis sur la dernière scène. Elle est importante, c'est le dénouement. J'ai fait à peu près 30 morceaux. Pourquoi ? Parce que moi, mon souci, c'est de comprendre à la fois ce que cherche le réalisateur ou la réalisatrice, ou ce qui va aider le projet. Mais cette compréhension-là, aucune machine ne peut m'aider. C'est vraiment une question de dialogue. Donc, la machine peut aider sur des choses complètement ergonomiques, mais en réalité, les vraies questions de création, elle n'y répond pas. Et c'est important de le dire parce qu'on nous dit ça va être une muse, ça va être ci et ça. Je pense que, et ça c'est assez cruel, c'est que les personnes, moi, que je vois en musique, qui m'en font le plus l'apologie, c'est les personnes qui n'ont pas une très bonne technique, qui font déjà des choses assez moyennes, on va dire, et c'est celles qui, comme dans d'autres domaines, vont être les plus impactées par l'IA générative. C'est-à-dire toutes les musiques un peu sans âme, mais comme dans d'autres domaines, hein, toutes les personnes dans le marketing qui disent c'est génial, mais c'est souvent les personnes, c'est cruel, mais que l'IAG va remplacer. Et en musique, les personnes qui sont les plus menacées aujourd'hui sont celles qui font l'apologie de l'IAG. Parce qu'encore une fois, elle amplifie des choses qui sont déjà là. C'est-à-dire que depuis 40 ans, la musique, vous prenez la plupart des tubes aujourd'hui, c'est des constructions qui ont été simplifiées par les réseaux FM qui ont fait du testing. Le marketing a fait que dès qu'une chanson on a enlevé les ponts aux chansons, maintenant le refrain aussi, la plupart des chansons sont construites comme la fin d'un morceau avant.
Donc ce rétrécissement de la création, effectivement, l'IAG va amplifier ça, même si elle va pouvoir faire aussi des choses incroyables, mais un peu comme l'horloge en panne qui donne la bonne heure 2 fois par jour. Je pense qu'on aura des très belles créations, mais encore une fois, pour le moment, et encore une fois, on sort d'un siècle où il y a eu Maurice Ravel, Duke Ellington, les Beach Boys. Donc moi j'attends, si une machine fait mieux que ça, je serais ravi, en tant qu'auditeur en tout cas. Mais c'est important, je pense, que les parlementaires comprennent qu'on n'est pas, on raconte notre vécu, mais pas sur un sens corporatiste, catégoriel. Parce qu'encore une fois, je pense que toutes ces questions-là, tout le monde va avoir à se les poser dans quelques années. Monsieur Cuban, j'en prie. C'est assez juste ce que dit Bertrand, j'irais dans le même sens, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas l'intelligence artificielle générative, c'est pas magique en fait, elle s'est entraînée sur l'ensemble des productions humaines, donc elle produit quelque chose de moyen, puisque ça marche sur les statistiques. Concernant les voix, c'est exactement la même chose en fait. C'est l'appauvrissement en fait culturel que l'on pointe. Il est là demain. C'est-à-dire qu'on aura des voix artificielles sans âme, qui ne portent pas de sens et qui vont appauvrir en fait l'expérience des téléspectateurs devant les postes ou les spectateurs au cinéma. Donc on aura un appauvrissement global. Et je crois qu'il faut aussi rappeler que aujourd'hui on parle aussi de la jeunesse. Et c'est vers ce public qu'il faut effectivement être le plus attentif, parce que c'est les futurs adultes, c'est eux qui vont être soumis à et qui sont déjà soumis à ces productions synthétiques, notamment sur les réseaux sociaux, et qui vont s'habituer en fait à cette espèce d'appauvrissement et d'artificialisation des émotions. Ça, c'est très important pour le développement des enfants et puis pour leur préhension du langage aussi. Hein. Comment, c'est quoi une véritable émotion par rapport à un texte, par rapport à voilà. Je crois que ça parle à tous les parents et aussi aux grands-parents de nous. Pourquoi on s'est mis en route il y a 3 ans? C'est parti d'une histoire en fait où une comédienne nous a appelé en disant j'ai une plateforme qu'on citera pas, mais qui veut cloner ma voix pour en fait l'utiliser pour des contes pour les enfants. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, la technologie, la tech, ils sont prêts à aller jusque-là pour utiliser la. Et je crois que utiliser ces outils, ça doit rester en fait des outils pour les créateurs, vraiment. Mais en fait, l'humain, l'émotion humaine, l'interprétation doit rester là. C'est très très important. Ça doit rester un outil comme un stylo, comme un ordinateur, mais pas quelque chose qui va substituer en fait le langage, prendre notre culture en fait, parce que l'oralité, la voix des comédiens, c'est bien. Nous sommes des passeurs d'émotions, nous sommes des passeurs de la connaissance, de la littérature. Donc, je crois que c'est très important. Donc il faut sanctuariser. Pour répondre sur le tiers de confiance, il y a beaucoup effectivement d'idées autour de ça. Je crois que la problématique qu'on a, c'est que pour le moment, en ce qui nous concerne en tant que professionnels, on n'a pas un environnement de confiance par rapport à l'IA. On a suivi les débats et effectivement la régulation européenne, il y a eu beaucoup de mouvements autour du il ne faut pas réguler parce que c'est pas bien. Et puis évidemment l'industrie, les big tech américaines sont très présentes dans ce schéma-là hein, pour pousser effectivement une non-régulation. Et on voit que pour développer des systèmes d'intelligence artificielle en Europe, on a besoin d'un petit bout de papier qui dit simplement qu'on a tel type et tel type de données sur les bases de données. On ne rentre pas dans les détails, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on va déployer, au mois d'août 2026, on va déployer des systèmes qui vont effectivement avoir un niveau de transparence qui se rapproche de 0. Et ça, c'est un vrai souci quand même. Voilà. Donc, nous, en tant que professionnels de la culture, des médias, on va être impactés par ça. C'est un vrai sujet, en fait. Il faut nous protéger. L'Europe, pour le moment, ne le fait pas. On doit avoir des niveaux de protection suffisamment efficaces. Quelles sont vos propositions à la matière, justement? Est-ce qu'il faut encadrer des négociations possibles? Est-ce qu'il faut recourir à déjà des... on va dire ce qui peut être de l'ordre de la concurrence, du parasitisme, et le préciser. Enfin, voilà, quelles sont vos propositions pour protéger les voix? Brigitte, tu veux... Je voulais juste rajouter à ce que vient de dire Patrick, que en fait, nous, on ne souhaite pas non plus être des rentiers de la voix. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'on nous dise,
tu sais, on va utiliser un petit bout de ta voix, et puis on va te donner des 3 balles en échange, et puis t'as qu'à rester chez toi. Pour nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer de s'exprimer, comme disait Bertrand. C'est-à-dire qu'on n'est pas comédien par hasard. On est comédien parce qu'on a un vécu, parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on a envie de défendre des textes, parce qu'il y a tout ça. Et on n'a pas vocation à être des correcteurs de l'IA. Voilà. Et ça, c'est hyper important. On veut pas qu'on prenne nos voix pour travailler et dire, comme ça, vous serez payé, rémunéré, tranquille. Oui, la rémunération, en fait, elle n'est pas au cœur de notre problématique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à faire continuer faire rêver les enfants, en fait. C'est ça, surtout. C'est-à-dire que... et puis, il y a une chose, c'est que qui y aura-t-il encore à rémunérer quand il n'y aura plus personne derrière les micros ou derrière les caméras? Donc, c'est-à-dire que la rémunération n'est pas en soi le problème, en fait. Le problème, c'est comment les enfants, en fait, construiront leur référent émotionnel sur de l'artificiel. C'est vraiment ce qui nous a lancé au départ sur ce cours. Oui, et en même temps, il ne faut pas oublier qu'on parle de comédiens. Voilà, on est devant vous. Et en face, on a des plateformes américaines. Donc c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Et ça, c'est à mon avis pour ça que d'ailleurs on parle de régulation. C'est-à-dire que au-delà du tiers de confiance, c'est-à-dire que le tiers de confiance c'est bien, mais au-delà du tiers de confiance, il faut effectivement que nous soyons protégés. Et nous avons un ministère qui effectivement est censé le faire, ou en tout cas encadrer effectivement, je dirais, à la fois nos métiers, nos obligations, parce que nous avons des obligations, mais également, je dirais, la manière dont nous sommes, entre guillemets, dont notre talent est exploité. On est tout à fait effectivement OK pour que ce soit exploité en fonction, je dirais, des nouvelles technologies, si ça va dans le sens, je dirais, du progrès au sens propre du terme, parce que l'innovation n'est pas toujours en rapport avec le progrès. On a jusqu'à présent, dans toutes les révolutions que nous avons eues, industrielles, etc., ça a été effectivement une source de progrès, ça a créé de l'emploi, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle révolution qui n'est pas industrielle, qui est numérique. On a déjà connu celle de l'informatique. Celle-ci est numérique. Et le problème, c'est que, ça serait intéressant de revoir ce débat d'aujourd'hui et revoir et écouter le débat qu'il y aura dans 10 ou 20 ans, parce qu'il y en aura un autre, qui restera pour parler de quoi ? Qui sera aujourd'hui présent? Est-ce que nous n'aurons pas, effectivement, je dirais, chacun un hologramme, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est que il faut ne pas oublier, je pense en tout cas, si je peux me permettre, de votre point de vue, que nous ne sommes que des petits artisans de la culture. Nous ne sommes pas des gros industriels, nous ne sommes pas des gros entrepreneurs, et nous ne cherchons pas à faire fortune, nous ne cherchons pas à gagner beaucoup d'argent, on veut juste effectivement exercer notre métier, en vivre, effectivement, et au-delà de nous, effectivement, c'est 15 à 20 000 personnes derrière, et c'est ce qui fait, effectivement, à mon avis, aussi un des trésors de la France. Donc je pense que ça mérite, effectivement, d'être préservé. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui, c'est difficile aussi pour nous quand on arrive en studio, parce que de plus en plus souvent, on nous présente des contrats sur lesquels on voudrait nous faire signer qu'on accepte d'être utilisé par l'IA. Et les 3/4 des comédiens refusent, bien sûr, et ceux qui refusent sont ou remplacés, ou alors on dit, ce produit, on va le faire hors de France, ou alors, on ne fait pas du tout de version française. Donc, on a une pression qui existe aujourd'hui dans les studios qui est hyper importante et qui nous empêche souvent de continuer à faire notre métier. Monsieur Cuban. Il y a effectivement une pression sur les contrats de travail qui est très forte, notamment dans le jeu vidéo, actuellement, avec des compagnies américaines, des éditeurs américains. Et nos camarades en Allemagne sont actuellement en grève avec des plateformes, parce qu'on leur impose un contrat, effectivement, où on peut utiliser leur voix pour produire des voix reconnaissables, mais aussi
des voix non identifiables, non reconnaissables, des voix 100% synthétiques. Et c'est bien le sujet, en fait, qui nous concerne aujourd'hui. On parlait des deepfakes, on parlait des atteintes aux plus jeunes. Ben justement, on a des propositions à vous faire. Je crois que vous avez entendu l'ADAMI aussi il y a quelque temps. Donc on pense comme eux que des protections plus efficaces contre les utilisations non consenties de l'IA doivent être mises en place pour les artistes interprètes. Néanmoins, les citoyens de tous les âges sont aussi exposés. Alors, nous proposons la mise en place de protections fortes et rapides. Premièrement, interdiction formelle de diffusion en France de répliques numériques non consenties, voix, visage et prestations sur les réseaux sociaux, avec aggravation des sanctions lorsqu'un mineur est visé ou exposé. Deuxième proposition, renforcer le délit de réplique numérique non consentie, la fameuse loi SREN. Donc l'objectif serait de renforcer cette loi afin de criminaliser l'usurpation du visuel non consenti en instaurant un article spécifique après l'article 226-8 du Code pénal et supprimer aussi la mention qui caractérise le délit dans ce même article qui dit s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement. Voilà. On se demande pourquoi elle est là, cette phrase. Et dans ce même point, ce deuxième point, fluidifier les voies de recours automatisées. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit beaucoup plus facile, les voies de recours soient beaucoup plus faciles dans le cadre de cette loi SREN. Et nous pensons que l'ARCOM devrait être l'organisme de contrôle et de sanction. Voilà. Troisième proposition, c'est des propositions qui sont évidemment empilables, qui sont complémentaires. La fameuse traçabilité dont parlait Brigitte, pour certaines utilisations de l'IA, comme les outils de correction des enregistrements, parce qu'on n'est pas contre complètement l'utilisation, très encadrée évidemment, avec des preuves de consentement, du watermarking, des journaux, pour suivre un petit peu ce qui se passe, et des kill switch, c'est-à-dire que l'artiste interprète peut à tout moment garder le contrôle sur ce qui se passe avec sa voix. Voilà. Peut-être en s'inspirant du modèle proposé par la PPL 2107, déposé le 18 novembre 2025 par Laure Miller du groupe Renaissance. Voilà. Quatrième point, renforcement de la protection sur les deepfakes. Donc là, on parlait de l'expérience danoise, nous y sommes. Donc, reconnaissance du caractère fondamental du droit à l'image et du droit à la voix, notamment en le qualifiant de droit de la personnalité exclusif. Cette reconnaissance d'un droit exclusif permettrait de revendiquer la propriété de sa voix, en particulier pour les personnalités publiques ou les artistes. Et il faudrait évidemment consacrer une partie sur une définition de la voix, éventuellement dans le Code civil, qui pourrait aussi clarifier les procédures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va voir un juge sur la place de Paris, il faut lui expliquer et lui réexpliquer ce qu'est la voix, en fait. Donc là, on a un vrai sujet, quoi. Voilà. Donc la voix, c'est une intonation, une tessiture, une prosodie qui est propre à chaque individu et que l'on peut, évidemment, grâce aux travaux de certains experts, qualifier. Voilà. Donc on pourrait aussi utiliser l'IA pour avoir peut-être une carte biométrique aussi de sa voix. Donc c'est aussi une idée d'utiliser cette technologie pour assurer cette fameuse traçabilité dont on parlait. Voilà, l'IA pourrait être une aide pour nous, voilà, un outil. Donc voilà les propositions, on vous les fera passer évidemment dans nos rapports écrits à la suite de cette audition. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là ? Les derniers points concernant la reconnaissance d'un droit spécifique à la voix, dont vous avez donné les caractéristiques. Est-ce que vous savez si dans d'autres pays, il y a des avancées sur ce sujet? Est-ce que dans d'autres pays, on a pu donner des droits spécifiques à la voix? A priori, il y a d'autres... Aujourd'hui, il y a effectivement l'expérience danoise. Alors, je ne sais pas où ils en sont au niveau du... Je ne sais pas si la loi a été votée. Voilà. Dans d'autres pays, effectivement, ils sont en train d'essayer des choses. Mais je vois surtout aux États-Unis. Parce que nous sommes un réseau, évidemment, qu'on dialogue avec nos camarades américains et dans toute l'Europe, même jusqu'en Australie. On a créé une sorte de réseau mondial, UVA. Et effectivement, on est en alerte un petit peu sur les problématiques. Alors, ce dont on parle aujourd'hui pour la France, on le retrouve dans tous les pays du monde, parce que les impacts sont mondiaux. Et je crois qu'il y a des velléités en Californie d'essayer de sanctuariser un petit peu ça, d'essayer de donner des droits de propriété un peu plus... voilà, en tout cas, d'avoir aussi des obligations de transparence pour les modèles d'IA. Voilà, donc, ils sont sur les mêmes problématiques que nous à ce niveau-là. La protection de la voix, notamment, alors en Californie, mais aussi au niveau fédéral. Je vois que nos homologues américains sont très actifs à Washington, notamment.
Merci. Par rapport à votre proposition, j'aimerais revenir sur celle sur la traçabilité et garder le contrôle. C'est quoi le kick switch? Kill switch, en fait, c'est une faculté pour une personne de pouvoir avoir la main sur ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire d'avoir de dire oui ou non, et en tout cas de couper éventuellement le modèle qui est généré. Voilà. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est utilisé en IA, la personne physique peut intervenir directement pour récupérer ce clone et récupérer en fait cette utilisation de manière quasiment automatique, sans passer par des voies de recours qui vont prendre, comme vous le savez, ça dure 2 ans, une procédure pénale ou civile, et puis avec l'appel, ça peut passer à 4-5 ans. Donc au bout de 4-5 ans, on a épuisé toutes nos ressources financières en tant qu'artiste-interprète, parce que là, quand vous allez en justice aujourd'hui, parce que vous êtes sur une plateforme, il faut provisionner à peu près 10 000 €. Donc c'est pas rien. Voilà. Donc ça, c'est que pour la première partie de la procédure. Après c'est plus compliqué. Donc nous, on n'a pas ces moyens-là. Et on doit être beaucoup plus protégé. Et vous imaginez, nous, on est en alerte, on connaît les choses, mais le citoyen lambda dont on a pris la voix pour être utilisé dans un deepfake ou même un harcèlement sur les réseaux, il doit avoir cette possibilité, en fait, d'intervenir directement. Donc aujourd'hui, soit on interdit ces outils sur les téléphones, parce que ces outils ne servent à rien, enfin, ils créent plus de problèmes, soit on donne les moyens aux citoyens de pouvoir interagir tout de suite et pas attendre des mois avant. Parce que pendant des mois, on souffre, en fait. Les gens souffrent, hein. Ils sont là, on dit, mais ma voix, moi, je vais passer du temps à aller chercher la société qui a utilisé ma voix pour appeler les Français chez eux. Donc, il faut remonter, il faut appeler les gendarmes, il faut porter plainte. C'est extrêmement compliqué. Oui, merci beaucoup. Cas, on va dire, pour pas dire autre chose, par rapport à la personne qui aurait été contrefaite, j'ai envie de dire, forcément, plus vite on peut intervenir, mieux c'est, quoi. Merci beaucoup. Je voulais revenir du côté des éditeurs phonographiques. Il y a bien sûr des voix, mais il y a aussi d'autres éléments. Qu'est-ce qui, dans les propositions de Monsieur Cuban et des voix en général, rejoignent celles que vous pourriez faire, et qu'est-ce qui peut éventuellement s'en différencier? Quelles sont les recommandations des éditeurs phonographiques que vous représentez? Non, tout ce que j'entends de nos amis, j'entends que des choses qui rejoignent évidemment nos préoccupations, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que nos préoccupations dépassent celles de la musique. Que la musique, c'est un très bon exemple, c'est un très bon baromètre, mais ça serait très dangereux et très hâtif de se dire, voilà, bon, c'est un système en crise, on va les accompagner, on va trouver quelques trucs, mais on ne va pas arrêter l'innovation. Et encore une fois, c'est pas du tout, je pense que l'opposition de la création et l'innovation est une très mauvaise chose. Nous, c'est vrai, vous l'avez vu, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est de façon très pragmatique d'essayer de défendre des principes généraux. Je ne parle même pas des principes généraux éthiques, parce que bon, la loi est quand même peut pas trop aller là-dessus. Je ne sais pas si vous avez reçu, c'est peut-être un peu hors sujet, mais Éric Sadin, justement, qui avait... vous l'avez reçu. Mais ce qu'il dit là-dessus, c'est très intéressant, parce que ça s'applique à tout. Il dit, est-ce qu'on a la main ou est-ce qu'on n'a pas la main? Et ça permet vraiment de départager. Quand vous voulez regarder les conséquences d'un médicament, d'une molécule, etc., on a la main. Vous voulez affiner l'aérodynamisme d'un avion, vous avez la main. Mais en revanche, et c'est ce qu'ils disent, et c'est très intéressant, c'est quand l'humain, c'est la machine qui pilote l'humain aujourd'hui. C'est le traducteur qui corrige les erreurs de la machine. C'est pas la machine qui corrige les erreurs du traducteur. Et ça, là vraiment, on est dans une inversion. Et effectivement, dans le cas de la musique, tout ce qui va nous arriver va arriver aux autres là-dessus. Et c'est pour ça que, par exemple, la proposition, ce qu'a dit le CSPLA, par exemple, est remarquable. Autorisation, rémunération, transparence, c'est très bien. C'est le vrai bon cadre. Et l'application de la loi, et si la proposition de loi sénatoriale peut aider à l'application de la loi, c'est une excellente chose. Mais encore une fois, je crois
toujours très dangereux un peu de se gaver de mots comme ça, de dire on va pas du tout arrêter l'intelligence artificielle, y compris l'intelligence artificielle générative. Mais il y a des choses quand même, des choses très techniques qui peuvent empêcher un certain nombre de déviances, et pour le bien commun, pas uniquement pour soutenir nos emplois et nos professions. J'aimerais bien ajouter quelque chose à propos du public, parce que moi, je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, la première vidéo qu'on a faite pour sensibiliser les gens à notre cause Touche pas ma VF, il y a 2 ans, c'est ça, ça a été quand même vu par plus de 20 millions de personnes. Les commentaires et les retours dessus sont très, très positifs du public. Ils nous soutiennent vraiment sur ça. Donc on voit que les gens sont très sensibles à ces problèmes de sensibilité, d'émotions synthétiques, de musique, de textes, d'images générées par IA et volées initialement à partir d'œuvres volées. Donc on a vraiment un soutien du public, c'est ce que vous demandiez un petit peu tout à l'heure, et beaucoup de signalements aussi du public qui viennent vers nous en nous disant attention, on en a des dizaines par jour, hein, des centaines par jour même, des gens qui nous disent voilà, pour cet après-midi, le livre pour enfants vu dans tel ou tel endroit, il y a. Donc c'est déjà en train d'arriver, les gens y sont sensibles. Voilà. Bien, nous arrivons, mesdames, messieurs, au terme de notre échange, cette audition. Je voulais vous dire que c'est avec plaisir que nous vous avons entendu. Vous vous définissez, vous êtes des comédiens, des artistes. Économiquement, vous vous définissez comme des artisans, non pas comme des grands entrepreneurs, des artisans. Et vous faites face à un tsunami, en fait, qui n'est pas synthétique, qui est humain, qui est industriel, qui est politique, qui est géopolitique. En face de vous, vous avez les GAFAM. Hein. On n'a pas parlé des Chinois parce qu'on n'y connaît pas grand-chose et que de toute façon, ils sont absolument impénétrables, mais ça n'est pas rien non plus. Et je parle d'un projet industriel parce que derrière les algorithmes, il y a des centres de calcul, il y a des centrales nucléaires qu'il faudra construire. Je veux dire, c'est gigantesque ce à quoi vous vous êtes désormais confrontés. Et donc, nous considérons que la représentation nationale, en effet, a le devoir de vous entendre, d'écouter vos propositions, vos analyses, et puis ensuite d'agir. Vos inquiétudes, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, dépassent largement votre corporation. Elles dépassent aussi le territoire de notre pays. Elles sont mondiales, internationales, dirons-nous. Et le besoin de régulation est en train de monter dans vos professions, que ce soit en France ou à l'étranger. Régulation par le marché, régulation par la jurisprudence ou régulation par la loi, ce qui là, pour le coup, nous intéresse directement ici. Donc vous avez été entendus par notre mission d'information et nous voulons vraiment tous les deux vous remercier très sincèrement de vos témoignages. Merci beaucoup. Merci à vous.